Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour notre podcast comme tous les 15 jours avec Antoine. Nous allons parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. Évidemment, les derniers chiffres des directeurs d'achat viennent de sortir. Ça nous donne une première indication sur l'évolution de la croissance mondiale et notamment aux États-Unis et en Europe. On verra ça tout à l'heure avec une mauvaise surprise pour la France notamment. Deuxième sujet, on va parler de la Chine qui pour l'instant profite des droits de douane. C'est assez incroyable parce qu'elle a battu un record de commerce, d'excédent commercial. Troisième sujet, les chiffres également viennent de sortir sur la zone euro, sur l'Union européenne en termes de déficit public et de dette publique. La France est le cancre de l'Europe, malheureusement, on verra ça tout à l'heure. Et puis, quatrième sujet, là on sera encore plus en interaction avec Antoine, sur les marchés et l'or qui atteint notamment des nouveaux sommets historiques. Voilà le programme. Est-ce qu'Antoine, ça te Mhm. convient? Eh bien, écoute, c'était un superbe programme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. On manque pas de news, hein, dans l'actualité. Il y a toujours des statistiques à commenter. Et pour commencer, justement, ces PMI, hein, ces indicateurs d'achat qui sont ressortis vraiment en repli. Eh oui, alors je vous ai fait quelques petits graphiques pour vous montrer ça, Oui. parce que c'est bien de visualiser. Alors, ceux qui veulent les graphiques, on pourra éventuellement leur envoyer hein, pour tous les abonnés eToro, bien sûr. Donc, en fait, que se passe-t-il? Ben, c'est très clair. Là, si vous voulez, c'est important parce que c'est la première indication qu'on a depuis les annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Alors, c'est vrai qu'il est revenu un petit peu en arrière, etc. Mais on se rend bien compte qu'il y a quand même un commerce mondial qui va ralentir pour les prochains mois. Et donc, on a les premières conséquences. Et malheureusement, là où il y a les plus graves conséquences, c'est chez nous, c'est-à-dire dans la zone euro notamment. Donc là, on voit les chiffres directeur d'achat. Donc la courbe bleue, c'est la croissance. En vert, c'est dans les services. En rouge, dans l'industrie. Dès que on passe malheureusement sous la barre des 50, donc en zone de récession pour l'ensemble de la zone euro. Si on regarde le graphique suivant, là on voit la France. Alors là, bon, ça fait déjà plusieurs mois, ça fait quasiment 2 ans que ça dure. Il y a eu un petit répit pendant les Jeux Olympiques. Et on voit donc la courbe rouge foncé ici même, sous les 50, et ça repart à la baisse au mois d'avril. Donc malheureusement, la France est déjà en récession et ça va s'aggraver. D'ailleurs, tout comme en Allemagne, on a vu un petit espoir en Allemagne ces derniers mois, c'était un petit peu amélioré et là, non, ça y est, ça repart sous la barre des 50. Hein, je vous rappelle l'enquête, vous la connaissez, hein, il y a la barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà le recul de l'activité. Donc là, c'est exactement ce qu'on voit. L'Allemagne qui est déjà, on va dire, en récession, ça continue outre-Rhin, donc qui souffre justement de ces craintes protectionnistes, notamment au niveau américain. Alors justement, sur le cas américain, on va voir maintenant le dernier graphique, si on peut voir le slide suivant. Merci Oui, Antoine. c'est les Non, États-Unis. oui, oui, c'est collé. Ah voilà, les États-Unis, effectivement, tout à fait. Voilà, c'est où ça fonctionne. Donc là, on est quand même au-dessus de la barre des 50, très légèrement au-dessus. Ça ralentit quand même, mais on voit que finalement, pour l'instant, les Américains ne s'en sortent pas trop mal. Donc il y a bien cette dichotomie entre l'économie de la zone euro qui souffre énormément, la France en particulier, également l'Allemagne, et puis parallèlement les Américains qui souffrent aussi, mais qui finalement résistent. Ils sont toujours sur un niveau de croissance, je pense, autour des 2%. C'est vrai que le FMI est plutôt à 1,7, 1,8%. Moi, je suis plutôt autour des entre 2 et 2,5. On verra évidemment les mesures qui vont être annoncées, mais pour l'instant, on voit que finalement, ça résiste bien. Et si on fait un petit récapitulatif pour les chiffres qui viennent de sortir, donc pour le mois d'avril, il n'y a évidemment pas tous les pays du monde, puisque ça, c'est la première estimation. Seuls les pays qui sont là font une première estimation, et donc il manque évidemment la Chine et d'autres pays. Mais néanmoins, on voit bien que pour l'instant, à part l'Inde qui continue de profiter finalement de ce contexte mondial un petit peu difficile, eh bien, tous les pays, vous voyez, sont très proches de la barre des 50, donc proches de la récession. Là, c'est l'indicateur composite, donc tout secteur confondu. Et on voit donc les trois derniers, donc Allemagne, Royaume-Uni également, ça c'est quand même assez inquiétant. Regardez, c'est un plus bas depuis, en fait, donc c'est pas plus écrit plus haut, mais c'est un plus bas depuis novembre 2022. C'est quand même assez inquiétant sur le Royaume-Uni, 48,2, donc sous la barre des 50. Et bien sûr, la France, on a l'habitude maintenant, lanterne rouge de l'économie mondiale. Mais là aussi, ça nous inquiète puisque on commence à voir justement des chiffres de destruction d'emplois, le chômage qui commence à augmenter, donc avec des conséquences très négatives malheureusement pour l'Europe. Donc pour l'instant, les États-Unis résistent, on va dire. Le Japon également, ça risque pas trop mal finalement. Mais globalement, on a quand même un ralentissement et une récession qui arrive
en Europe et en particulier en France. Oui, parce que ce qui est frappant dans le tableau, c'est qu'on voit que les pays de la zone euro, alors ex-zone euro pour Royaume-Uni, mais sont en zone de Ex-Union européenne, contraction. attends, le Royaume-Uni, c'est pas dans la zone euro. Ex-Union Oui, européenne, tu veux dire. Union européenne, oui. Et du coup, on voit que ces pays sont en zone de contraction, alors que on voit l'Inde, l'Australie, les États-Unis même le Japon sont en zone d'expansion. Donc, il y a vraiment une dichotomie entre Union européenne et reste du monde. Exactement, tout à fait. Donc c'est ça qui est un petit peu Mm, inquiétant. Le vieux continent souffre mm, malheureusement. Alors ouais, à l'inverse, hein, c'est le deuxième point, mm, on a effectivement la Chine. La Chine qui pour l'instant a profité de ces annonces de Donald Trump. Pourquoi? Parce que comme justement en anticipation de ces droits de douane, beaucoup d'industriels dans le monde ont stocké des produits chinois sur le premier trimestre. Regardez ces chiffres, on va voir un petit peu rapidement ce qui se passe aujourd'hui en Chine sur le premier trimestre. Donc, graphique d'avance, s'il te plaît, mm, Antoine, ça c'est quand même assez important. On voit bien qu'on a un sommet historique d'excédent commercial de la Chine. Regardez bien ce chiffre, hein, c'est la courbe bleue, 1082,56 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, on a cet excédent commercial. Donc, les Chinois en profitent et maintenant ils commencent à déferler leurs produits également en Europe. Et donc, ça se traduit par exemple sur la production industrielle. C'est le graphique suivant, vous voyez, qui a rebondi. On est sur un plus haut depuis juin 2021 et hors période Covid depuis janvier 2015 hein, sur l'activité industrielle. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Finalement, la Chine résiste bien. Idem sur les ventes au détail. Alors là, c'est le point faible hein, de la Chine. C'est vrai que ça a redémarré, donc à 5,9% en glissement annuel en mars 2025, mais on le voit, si on enlève la période récente, vous voyez qu'on est quand même sur un plus bas. C'est-à-dire que dans les années 2010-2019, on avait des taux de croissance des ventes au détail, donc de la consommation, qui étaient au moins de 8 à 10%. Là, on est à 5,9, donc c'est bien par rapport aux derniers mois, mais c'est quand même faible et ça montre bien que l'économie chinoise ne peut pas connaître une croissance très forte. Elle a besoin du moteur extérieur et c'est ça justement le problème. Donc, sur les chiffres du premier trimestre, donc sur le PIB, bon, même si les chiffres sont à prendre avec des pincettes, hein, parce que, évidemment, comme vous savez, la fiabilité n'est pas énorme, mais bon, il faut faire avec. Donc, on a quand même une croissance de 1,2% sur le premier trimestre, 5,4% en glissement annuel. Ça va ralentir, bien sûr, sur les prochains trimestres, mais néanmoins, il est moins important sur le graphique suivant. On voit bien que les Chinois maintiennent le yuan sur des niveaux faibles. Et c'est très intéressant parce que toutes les devises se sont appréciées face au dollar, sauf le yuan, parce que comme vous le savez, il y a le contrôle d'échange donc en Chine, donc c'est la Chine qui dirige et qui décide de son niveau de change par rapport au dollar. Hein. Mais regardez, c'est incroyable. Là, c'est l'inverse. Le yuan s'est déprécié face au dollar. On a même atteint 7,35 yuan pour un dollar, ce qui était un plus bas depuis décembre 2007. Vous vous rendez compte? Donc les Chinois, ils prennent aucun risque. Donc c'est là où ils font effectivement, je dirais, le contre-pied. Ils prennent le contre-pied des droits de douane, parce que si on augmente les droits de douane, bah, eux, ils déprécient le yuan, donc ça leur permet, je dirais, de continuer d'exporter davantage. On le voit également sur le graphique suivant, puisqu'ils ont aussi des réserves de change qui sont énormes, donc ce qui va leur permettre de soutenir l'activité. Vous voyez, on a à peu près 3 241 milliards de dollars donc de réserves de change en Chine. Donc, c'est pas un sommet historique, mais c'est quand même énorme. Donc là, on voit bien que les Chinois et les Américains se tiennent la barbichette et ils pourront pas, évidemment, ils seront obligés d'obtenir un accord. Parce que les États-Unis, c'est le premier client de la Chine et les Chinois ont également énormément de bons du trésor en dollars, 1000 milliards de dollars et des réserves de change. Donc, on le voit, 3240 milliards de dollars. Donc, c'est ça qui aujourd'hui pose problème et donc fait qu'en gros, il y aura un accord, je pense, entre la Chine et les États-Unis. Ça sera quand même à surveiller, mais ce qui est fou, c'est que les Chinois sont en train de profiter de cette situation. Et malheureusement, comme nous en Europe, on n'a pas les moyens ou du moins on ne souhaite pas, ou on ne veut pas, on n'arrive pas à contrer la Chine, eh bien, si les Chinois n'arrivent plus à exporter davantage aux États-Unis, ils vont exporter encore plus chez nous, malheureusement en Europe. Il y aura une déferlante de produits chinois avec des prix qui même sont en train de baisser. Il y a un dumping des produits chinois. Et donc, ce qui à ce moment-là risque de nous coûter cher, à nous les Européens. Comme je dis souvent, nous serons malheureusement les dindons de la farce. Oui, oui, d'ailleurs, on voit que dans le bras de fer hein, qui opposait Trump à Xi Jinping, c'est quand même Trump qui a reculé en premier hein, et qui a euh, qui a retourné sa veste en disant que les droits de douane allaient être beaucoup moins importants que ce qui était annoncé.
Oui, oui, on a l'habitude, maintenant on a compris comment fonctionne Mm, Trump, hein, c'est-à-dire mm, qu'effectivement, il donne un grand coup en avant, c'est de la négociation mm, un petit peu hard, hein, mm. c'est-à-dire qu'il donne un grand coup, puis après finalement il revient en arrière pour trouver justement, c'est une sorte de tâtonnement pour trouver justement un bon niveau, je dirais, Mm. Euh, mais toujours est-il que pour l'instant, les droits de douane ont augmenté en Europe et même dans le monde entier. Ils essayent d'obtenir des accords et pareil, ça sera, je pense, idem avec la Chine. Il y aura des accords, mais Oui. on se rend bien compte que voilà. Maintenant, il faut que ça qui calme le jeu un petit peu parce qu'il faut pas tous les jours ça va dans un sens. Il souffle le chaud et le froid. Tous les jours, c'est différent. Donc, il faut quand même un petit peu d'apaisement Mm. pour avoir une meilleure visibilité. Alors justement, on va passer à la France maintenant. On a les derniers chiffres qui sont sortis. Et puis, j'ai envie de dire, comme d'habitude, la France, c'est le cancre de la zone euro. Alors c'est pire que d'habitude, Mm. puisqu'habituellement on avait notamment l'Italie qui faisait plus de déficit public que nous. Mm. Et là, ça y est, là on a des chiffres donc officiels d'Eurostat harmonisés sur 2024. Et donc vous voyez sur ce triste graphique, la France est bien le cancre de la zone euro. C'est le pays où il y a le plus de déficit public en 2024. Ce sera d'ailleurs pire en 2025, mais on voit à 5,8% du PIB. On aurait même dû atteindre 6%, mais bon, finalement on s'est arrangé pour avoir 5,8. Vous voyez que le numéro 2, c'est la Slovaquie avec 5,3%. Numéro 3, l'Autriche, 4,7. Ouais, donc on est très très loin. Regardez, la moyenne de la zone euro, c'est 3,1%. Mm. Donc on est vraiment, encore une fois, très très loin de tout le monde. Et donc on se distingue négativement. Il y a même une grande majorité de pays qui font des efforts, qui ont même un déficit public inférieur à 3%. Et même, on l'a vu, les 5 pays qui sont en excédent public. C'est ça qui est Ouais. dramatique. Et alors, encore plus triste, c'est que non seulement nous sommes numéro un en termes de déficit public, et en plus on est parmi les rares pays, les rares grands pays de la zone euro à augmenter notre déficit en 2024 par rapport à 2023. On le voit sur ce tableau. Vous voyez, on a fait 0,4 points. Bon, il y a d'autres pays qui ont plus augmenté, mais néanmoins, ils sont beaucoup plus bas en termes de déficit public. Et d'autres pays qui ont fait justement des efforts, qui ont réduit. Regardez l'Italie, encore une fois, c'est vraiment très surprenant, presque choquant. Ils avaient un déficit public de 7,2% en 2023 et en 2024, ils sont à 3,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible. Si effectivement on a une volonté politique, si on fait des efforts, si on réduit les dépenses notamment de fonctionnement, on peut réduire notre déficit. L'Italie l'a fait, il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas. Encore une fois, on n'est pas plus dramatique que nos amis italiens. Non, alors pourquoi les Italiens l'ont fait et pas nous? Voilà, c'est tout le problème. Il n'y a pas de volonté politique. Rendez-vous compte, hein, regardez ce chiffre. Ils ont baissé leur déficit public de 3,8 points de PIB. Ils ont parallèlement un excédent commercial, donc nous on est en déficit. Donc, et cette année en 2025, ils vont baisser les impôts, alors que nous on les augmente. Vous voyez que moi c'est ça qui m'inquiète vraiment. Je le dis souvent, ce n'est pas sérieux. Je vais bien te faire un t-shirt avec ce logo. Ce n'est pas sérieux ce que nous faisons en France. Il faut qu'on reprenne, je dirais, le taureau par les cornes. Et regardez, bon, on a parlé d'Italie, mais regardez le Portugal, le Luxembourg, la Grèce, l'Irlande, le Chypre, etc., qui ont réduit également massivement leur déficit public, voire maintenant ils sont en excédent public. Donc c'est quand même dangereux. Il faut arrêter cette tentation parce que le problème, c'est qu'on le voit sur le graphique suivant, eh bien, la dette publique également augmente. Vous voyez, nous sommes numéro 3 de l'Union européenne. Donc, il y a toujours numéro 1 la Grèce, numéro 2 l'Italie, mais ils ont beaucoup réduit leur déficit. Par contre, nous, maintenant, on est numéro 3, 113%. Avant, il y avait la Belgique, l'Espagne, le Portugal devant nous. Non, ça y est, maintenant, on les a dépassés et largement. Et regardez bien, c'est intéressant de voir que sur l'Union européenne, comme une majorité de pays qui ont une dette publique inférieure à 70% du PIB. Alors, je ne dis pas 60%, parce que là, d'ailleurs, c'est dur avec la crise, mais inférieur à 70%, c'est possible. Donc on arrête de dire on ne peut pas faire autrement. Si on peut faire autrement, il faut simplement avoir une volonté politique. Alors pour l'instant, on n'a pas été sanctionné. Vous voyez qu'on a cette augmentation de la dette publique. Nous sommes là aussi numéro 3. Alors c'est vrai qu'il y a la Roumanie et la Finlande qui ont plus augmenté que nous, mais néanmoins, ils ont une dette publique, on vient de le voir, largement inférieure à la nôtre. Par contre, on a une situation où nous, donc au niveau de la zone de la France, on a cette augmentation de cette dette publique, la plus forte hausse parmi les grands pays de l'Union européenne. Donc encore une fois, c'est particulièrement détestable, particulièrement triste. Et on le voit, la France maintenant, hein, sur ce camembert, c'est le pays justement qui a le plus de dette publique. C'est nous qui sommes les premiers fournisseurs de dette publique de la zone euro. Vous voyez, quasiment 25% de la dette publique de la zone euro vient de France. Numéro 2, c'est l'Italie. Numéro 3, c'est l'Allemagne. Ensuite, l'Espagne. Donc là, encore une fois, il faut que ça s'arrête. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sanctions de la part des agences de notation.
On a vu il y a quelques jours Moody's qui a même dit, ben non, je ne note pas la note de la France, je peux pas noter la France, Mm. c'est incroyable. Fitch avait dit il y a quelques semaines plus tôt que globalement son modèle de notation donnait une dégradation de la note de la France, mais qu'elle ne voulait pas le faire. Bon, on se rend bien compte que là, c'est fini, quoi, c'est la fin du film. Il y aura une dégradation. Donc tant qu'on ne l'a pas, évidemment, ça se maintient, les taux d'intérêt n'augmentent pas trop sur la dette publique, mais ça arrivera inévitablement. Et là, évidemment, ça fera mal. Mais encore une fois, ce n'est qu'une juste sanction des erreurs que nous avons faites, malheureusement, nous les Français, alors que d'autres pays ont fait des efforts. Donc, ne serait-ce que pour, entre guillemets, valoriser les efforts qui ont été faits par les autres pays, bah, il faut sanctionner la France. C'est inévitable. C'est une affaire de semaines, de mois au maximum. Donc, on sera là pour, évidemment, Mm. vous aider à traverser cette tempête, mais la tempête est devant nous. Mm. Eh bien, très bien, Marc. Merci pour cette analyse. Moi, je vais terminer juste avec effectivement ce qui s'est passé dans la semaine au niveau de l'actualité des droits de douane, on va dire. C'est vrai que on avait terminé la semaine précédente avant, parce que vendredi c'était férié, les marchés étaient fermés. On avait terminé assez mal. On avait terminé avec des annonces de Trump, encore une escalade sur le montant des droits de douane, mais depuis mardi, eh bien, Trump a adouci sa position sur la guerre commerciale et est moins menaçant concernant le patron de la Fed. Ce qui a fait grimper les marchés, hein. D'ailleurs, le Nasdaq a repris 6% en deux séances. On voit que toujours cette volatilité. Trump a donc annoncé ce qu'on a disait précédemment, que finalement, c'était le premier à avoir cédé, disant que les produits chinois étaient, enfin, l'imposition aux produits chinois était très élevée et qu'ils allaient baisser de manière substantielle. Donc, on parle de 50 à 60% et non plus de 145%. C'est encore un chiffre qui peut évoluer, évidemment. Et après avoir menacé, on va dire, Jérôme Powell, l'avoir qualifié d'énorme loser lundi, eh bien, hier, il a assuré qu'il ne voulait pas le licencier. Voilà, donc ça, c'était plutôt aussi une bonne nouvelle pour les marchés. C'est pour ça qu'ils ont rebondi. Euh, L'or donc poursuit son ascension effectivement dans cet environnement incertain au maximum, hein. La faiblesse du dollar qui continue et la forte demande des banques centrales. On a un once d'or, d'ailleurs on le voit en bas à droite, je l'ai souligné en jaune, qui a atteint 3 499 $ au plus haut. Ensuite, il a un petit peu rebaissé lorsque les marchés ont remonté, mais effectivement, il est perçu comme une protection contre effectivement cette incertitude, contre l'inflation qui va remonter et les baisses de taux qui sont encore repoussées à plus tard par la Fed. Donc c'est aussi une manière de diversifier son portefeuille, de détenir de l'or. On en a reparlé avec toi, Marc, à maintes reprises. Et Tout à pour fait, oui. terminer, puisque on est dans les publications de résultats d'entreprise qui viennent de démarrer, eh bien, ces révisions, on a eu des révisions à la baisse. Donc c'est le petit tableau en bas à droite. On voit que pour le Q1 2025, c'est 7,2% de hausse de bénéfices contre 18,2 hein, qui était au quatrième trimestre 2024. Donc on a quand même une baisse sensible, une révision à la baisse sensible des bénéfices pour les entreprises donc du S&P 500 aux États-Unis. Maintenant, à voir si, si vous jetez un coup d'œil sur ce tableau, vous voyez que souvent les prévisions sont inférieures à ce qui est ensuite annoncé, enfin ce qui est publié par les entreprises. Donc on pourrait s'attendre potentiellement à quand même des surprises positives, comme à chaque fois, à chaque trimestre. Mais ça, évidemment, c'est un peu trop tôt pour le dire. Oui, tout à fait. Donc, juste pour Mm. conclure, c'est vrai que ça, comme on l'a souvent dit d'ailleurs ici même, hein, la volatilité va rester extrêmement forte. Donc, soyez quand même prudent, hein. Bon, ce sera les montagnes russes en permanence. Et Mm. donc, évidemment, l'or, c'est vrai que c'est, même nous qui étions justement favorables sur l'or, c'est vrai que ça atteint des sommets assez incroyables. Donc, mais néanmoins, ça montre l'état de fébrilité, hein, d'inquiétude, hein, sur les marchés pour l'ensemble des investisseurs. Et donc, il faut vraiment que Trump calme le jeu assez rapidement. Bon, on comprend sa stratégie maintenant de justement d'aller-retour comme ça, de négociations un petit peu rudes, mais il faut quand même donner une visibilité, Mm. sinon évidemment cette instabilité pourra coûter cher à l'ensemble de la planète. Et encore une fois, les dindons de la farce, ça risque d'être l'Europe, parce que justement on n'a pas les moyens de répondre à ça. Donc voilà, soyons quand même prudents, mais on garde l'optimisme malgré tout. Mm. Oui, je pense que ça peut être le mot de la fin, hein. Prudent, mais
optimiste quand même. Tout à fait. Bon, mais merci Marc, hein, Avec plaisir, merci à toutes et à tous, et puis et- merci de votre fidélité. oui. Donc, les podcasts sont de plus en plus vus. Merci pour le webinaire aussi, qui est également toujours disponible. Donc n'hésitez pas, malgré les vacances, vous êtes là. Donc Tout voilà, à fait. il faut surtout pas lâcher de vue les marchés parce que la volatilité va rester très très forte. Et on sera Ouais. là avec vous pour vous y aider, bien sûr. Et évidemment, et on vous dit donc dans 2 semaines pour un nouveau Tout à numéro fait. de l'Hebdo des marchés. À très bientôt, salut. Bye bye, ciao.